Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en direct pour votre rendez-vous de début de soirée, l'échiquier international sur Al24 News. Et ce soir, le débat sera axé autour du conflit ukrainien et des médias à la guerre qui, vous le savez, est engagé sur plusieurs fronts, dont celui de l'information et de la communication depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine. D'importants moyens ont été déployés par les médias du monde entier pour rendre compte du conflit. Et c'est manifestement à ce moment-là qu'en Europe, on a voulu interdire la diffusion de certains médias russes. L'Union européenne, qui les accusait d'être des outils de propagande russe, a dans la foulée et à travers une série de sanctions visant la Russie annoncé le blocage de diffusion de ces médias russes dans l'Union européenne. Ces derniers jours, on apprend également que l'un de ces médias, à savoir RT France, branche française du média russe Russia Today, a annoncé sa fermeture, conséquence du gel de ses comptes bancaires en France. On va s'intéresser ce soir à cette affaire et évoquer cette stratégie d'interdiction des médias russes dans des pays de l'Union européenne. Quelles pourraient en être les conséquences ? On en parle avec nos deux invités. Jérôme Bonnet, rédacteur en chef à RT France. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à vous. Et Gamal Abina, journaliste consultant média, est également notre invité. Bonsoir Gamal. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation à nouveau. Alors pour commencer, on va d'ailleurs commencer avec vous, monsieur Jérôme Bonnet. On aimerait en savoir plus sur le sort réservé à RT France, la chaîne qui après 5 années d'existence a annoncé sa fermeture. Jérôme Bonnet, vous qui avez porté ce projet en France, comment vous réagissez à cette annonce ? C'est vrai, je l'ai porté 6 ans durant, puisque même un an avant que la télé n'existe, donc ça fait un vide, c'est sûr, voilà pour mon cas personnel. Pour le reste, écoutez, pour l'instant, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tout le monde travaille parce que la société n'est pas encore arrêtée. Oui. Donc pour l'instant, tout le monde continue à faire son travail un petit peu, presque, je dirais presque normalement, sauf que la situation n'est évidemment pas normale, et sauf... à imaginer un miracle, on ne voit pas trop comment on pourrait effectivement poursuivre une société qui n'a pas la possibilité de payer quoi que ce soit. Donc je crains que l'issue ne soit inévitable et c'est vraiment un drame. C'est un drame pour tous les journalistes et tous les employés de RT France, évidemment, mais à mon humble avis, c'est aussi un drame pour la liberté d'informer en France. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé avec vous, Jérôme Bonnet. Est-ce qu'il s'agit d'un acharnement, donc comme ça a été présenté, contre cette chaîne d'information ? Ah bah oui, enfin, alors c'est une notion subjective, ma foi. Peut-être que moi je trouve que c'est de l'acharnement, d'autres ne trouveraient pas. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons été en but au pouvoir français, à l'Élysée, depuis le départ, qui n'a jamais caché son hostilité vis-à-vis de nous, que nous avons toujours respecté toutes les règles et que malgré tout cela, malgré ce parcours quasiment sans tâche qui nous a évité d'avoir des problèmes avec le pouvoir, eh bien, au bout du compte, nous sommes tout de même interdits sur une décision qui, d'abord, qui relève de la politique exclusivement, et ensuite, à la base, qui est quand même impulsé par l'Europe. Moi, ça m'a fait assez drôle d'apprendre que mon média allait fermer par la bouche de Madame van der Leyen. Assez étrange. Très bien. Justement, alors RT France et Jérôme Bonnet l'a souligné, ce sont des centaines de journalistes qui vont se retrouver sans emploi dans un contexte assez difficile. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui travaillez justement pour des médias en France ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Pour tout vous dire, ça m'inquiète parce qu'on voit que RT France a été sacrifié alors que ça rompt complètement avec les principes de démocratie, de liberté d'expression. On nous a vendu Charlie Hebdo pendant des années comme étant une sorte d'apôtre, une sorte d'icône de la liberté. Et aujourd'hui, on censure un média. Alors que Charlie Hebdo, quand même, ne fait pas d'information, c'est un journal satirique, donc c'est plutôt, ça peut heurter les sensibilités. Il n'en demeure pas moins qu'il est défendu comme étant une forme de plateforme de liberté. Et là, RT France, qui est une chaîne internationale, rappelons-le, il n'y a pas que RT France, il y a aussi Allemagne, Espagne, il y a beaucoup de pays dans le monde qui bénéficient de ce nouveau canal d'information. RT France est sanctionné durablement et durement. Mais je vais même vous dire, je vais pousser le bouchon. Ils ne sont pas interdits, ça a été dit par Jérôme Bonnet. Ils ont été suspendus de diffusion en Europe, ce qui voulait dire qu'il n'y avait aucune raison objective d'interdire les équipes de travailler tant qu'elles faisaient leur travail
en passant via un VPN et sur d'autres plateformes, mais ils pouvaient travailler. Et aujourd'hui, évidemment, on se rend bien compte qu'il y a une censure qui est mise en place, violente, extrêmement violente, emmenée par Madame von der Leyen, donc c'est une aristo allemande. Oui. Ça rappelle quand même une époque assez inquiétante de Goebbels qui contrôlait les médias. Elle, quand même, que ce soit cette femme-là qui le fasse, déjà, ça me choque. Puis surtout, là, je viens d'entendre ce matin, j'ai lu un article à nouveau, et ça commence à être une salve comme ça d'attaque contre les médias alternatifs, qu'un média dans lequel j'interviens très régulièrement aussi, qui s'appelle Afrique Média TV, eh bien, il vient d'être, parce qu'ils sont rapprochés d'RT France, indexé par des journaux, par la télévision, BFM en particulier, par Conspiracy Watch, comme étant un organe de propagande en faveur du Kremlin. Donc tout cela commence à donner le sentiment que la France se sent en guerre contre la Russie, bien qu'elle dise le contraire, que les sanctions qui sont prises contre la Russie se font de la part de pays qui ne sont pas censés être en guerre, mais plutôt modérateurs, et ce n'est pas le cas, et qu'effectivement, le fait de boucler, de mettre à la rue littéralement plus de 170 salariés au nom du principe soi-disant de contrôle de l'information, et on se demande ce qu'il y avait à contrôler, qu'est-ce qui faisait tellement peur à l'État français pour qu'RT puisse dire, eh bien, pour ce nom-là, soi-disant, cette liberté confisquée, eh bien, ils ont tout simplement mis à la rue des journalistes qui, rappelons-le tout de même, une fois qu'ils sont étiquetés RT France, n'ont aucune chance de trouver du travail. Justement, que dit Jérôme Bonnet, que dit la législation sur ce? Comment protéger justement ces journalistes qui ont travaillé pour RT France, qui est considéré, qui est accusé par Ursula von der Leyen, si je dois reprendre ses propos, donc de nourrir la machine de propagande russe? Comment protéger justement ces journalistes? Et de répandre notre venin. Avez-vous déjà entendu motif plus flou que celui-là? Oui. Je vous disais, madame, vous êtes accusée de répandre votre venin. Vous me diriez, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi où, dites-moi quand, dites-moi à quel moment, ce que j'ai dit qui a pu vous donner cette impression. Et dans ce cas-là, moi, je veux bien qu'on en discute. Moi, je n'ai pas la prétention que nous ayons été parfaits. Par contre, être comme ça, condamné sans procès et sans reproche même précis, effectivement, c'est assez aberrant. Pour en revenir à la question des journalistes qui me tient beaucoup à cœur, oui. Lorsque je parle parfois avec des confrères qui ne sont pas de RT France, moi, vous savez, j'ai 31 ans maintenant de journalisme. C'est intéressant de savoir, de connaître justement la vie d'autres journalistes français, entre autres. C'est ça. Alors, quand j'ai l'occasion de discuter avec eux en off, souvent, ces gens sont très lucides. Enfin, ils savent très bien qu'on fait le même métier, en réalité, et qu'il n'y a pas de raison de se faire la guerre. Il y a la vitrine qui est un peu plus émotionnellement chargée, on va dire, mais derrière, il faut connaître ce métier. C'est tout ce qu'on nous demande. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais d'un autre côté, quand je vois l'hystérie actuelle qui règne dans les médias français, je me dis que quelqu'un qui est marqué RT, peut-être que ça fera peur à un éventuel employeur de le prendre s'il est en vue du public. Que dit justement la législation française? Est-ce qu'on peut justement recruter un journaliste qui a travaillé? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la législation française dans ce sens, Monsieur Bonnet? J'ai envie de vous répondre encore, chère madame, parce que effectivement, il n'y a absolument aucune raison. Et je rappelle qu'aucun journaliste de RT France n'a commis de crime, ni même de délit d'ailleurs. La seule chose qu'ils ont fait, c'est faire leur travail. Vous ne pouvez pas pénalement. En fait, c'est ce que je vous dis. En fait, il y a les politiques qui font leur mayonnaise de leur côté et qui disent, ben voilà, on interdit, on fait ceci, on fait cela. Mais après, si ça arrive devant une juridiction, évidemment que les journalistes de RT France ont le droit de travailler. Le problème, c'est est-ce qu'on fera appel à eux ou est-ce qu'on aura peur de faire appel à eux? Honnêtement, évidemment, chacun fera en fonction de sa conscience et de ce qu'il pense. Mais il y a de véritables pères. On avait beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes à RT France. Beaucoup de gens à qui on a donné leur chance, qui étaient peu expérimentés ou pas issus des milieux forcément, pas forcément issus, des milieux bourgeois dans lesquels on trouve la majorité, malheureusement, des journalistes français. Et tous ces gens-là qui ont travaillé très courageusement, qui ont fait un travail incroyable et qui se sont élevés, ils seraient tous fauchés en plein élan pour des histoires de chasse aux sorcières. J'espère vraiment que ce ne sera pas le cas. Gamal Abina, sur ce point, on peut parler d'un précédent quand même qui est inquiétant dans un pays de l'Union européenne. Alors déjà, on va commencer par dire une vérité. Ce n'est pas un précédent qui est inquiétant parce que ça a déjà été fait, mais par anticipation. Avant. Je m'explique. Oui. Avant.
Pourquoi? Parce que 2 chaînes de télévision ont été interdites. En France, je ne parle pas d'El-Manar, qui est la chaîne du Hezbollah, où on peut dire des choses parce qu'ils sont antisionistes et qu'on les a accusés d'antisémitisme. Ok, on met ça de côté. Mais par contre, 2 chaînes qui ont été interdites, c'est quoi? C'est une chaîne qui rapporte beaucoup d'argent à la banque, enfin, à l'argent, beaucoup d'argent à la France, je voulais dire, qui paye le PSG, par exemple, qui investit énormément. C'est la chaîne du Qatar. Et donc, Al Jazeera est interdite de diffusion en français. Il faut savoir que c'est interdit. Il y a juste une petite émission très, très rapide qui s'appelle AJ+, sinon ils n'ont pas le droit de faire des émissions en français alors qu'ils ont des bureaux à Paris dans lesquels je me suis rendu. Et il y a l'autre chaîne qui a été interdite aussi, c'était RT, c'est la chaîne nationale turque. Francophone, ils l'interdisent. Donc ça, ils avaient déjà anticipé de ne pas laisser venir pour des raisons politiques qu'on a bien comprises. Mais ce qui se passe, moi j'ai envie de dire simplement, c'est que j'ai eu la chance, entre guillemets, des grosses guillemets, d'être un des 2 derniers intervenants d'RT France au soir où ils ont arrêté leur diffusion. Et effectivement, c'est une chance un peu triste parce que chez RT, il faut être très clair, hein, ils ont été catalogués extrême droite. Il se trouve que je suis l'un des principaux opposants à l'extrême droite de façon frontale et de façon réelle sur le terrain, puisque je me suis affronté à Alain Soral sur le terrain, à Marine Le Pen à la télévision. Donc on ne peut pas me soupçonner d'avoir des sympathies pour ces courants d'extrême droite, mais on les a catalogués comme ça, ce qui est ridicule. Ben, je veux dire simplement, c'est qu'on va donner 2-3 noms. Des amis, Bilal Nenman, qui est un très bon ami algérien, qui travaille chez RT France, Samantha, par exemple, qui est réunionnaise, Nadège Abderrazak. Il y a toute une collection de gens de la diversité qui étaient extrêmement bien représentés à RT, qui n'est pas de la classe bourgeoise. RT a donné des chances à des gens qui n'en auraient pas eu ailleurs. Oui. Bien cela, c'est aussi une façon de sanctionner des gens qui, évidemment, déjà avaient du mal à trouver du travail, mais en plus se retrouvent catalogués. Donc je veux dire qu'effectivement, ce précédent, on peut parler de précédent dans l'action d'une chaîne qui existait depuis 5 ans. Ce précédent est dangereux parce qu'il donne le sentiment qu'il commence à y avoir un contrôle des médias de l'État, hein, je parle bien de l'État, qui semble-t-il sont inquiets d'un discours alternatif qui dirait peut-être pas forcément la même chose que ce que disent les médias autorisés et qui aujourd'hui ont pris la porte de la sortie avec une action qui est parfaitement illégale, à savoir la confiscation de leurs avoirs bancaires alors qu'ils ne sont pas, encore une fois je répète, interdits. Alors, Jérôme Bonnet, RT France et même tous les médias russes qui ont été interdits à l'Union européenne sont soutenus par la Fédération européenne des journalistes. Est-ce suffisant, selon vous, si on devait parler justement de cette démarche de l'Union européenne d'interdire justement des médias, est-ce qu'on peut parler d'une atteinte à la liberté de la presse ? Alors, moi, je pense vraiment que c'en est une. Je vais commencer par me faire l'avocat du diable. Quand bien même, RT France serait une horrible officine de propagande qui répand des mensonges, je ne sais pas exactement, encore une fois, c'est jamais très précisément signifié. Qu'est-ce qu'une démocratie comme la France, pays en théorie riche, le pays des droits de l'homme, solidement assis sur sa démocratie en théorie, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à craindre d'un tel organe de propagande? A priori, rien. Quand on est droit dans ses bottes, je veux dire, c'est même un peu le principe. Lorsque vous êtes en démocratie, c'est ouvert à tous les vents, mais vous avez un fort pouvoir d'attraction sur les peuples. Et lorsque vous n'êtes pas en démocratie, vous êtes en dictature, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas ouvert à tous les vents, vous contrôlez tout, mais par contre, vous n'avez pas ce phénomène d'attraction auprès des foules. Donc c'est le jeu, je veux dire. Je ne comprends même pas, en fait, de quoi ils pourraient avoir peur. S'ils ne font que dire la vérité et que nous répandons des mensonges, eh bien, laissez-nous répandre ces mensonges, dénoncez-les, attaquez-nous en justice et nous perdrons. Mais là, c'est pas ce qui se produit du tout. Alors que, juste pour prendre un exemple, oui. Avant la Seconde Guerre du Golfe, lorsque CNN a abondamment relayé les mensonges de l'establishment américain qui prétendait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, est-ce qu'ils en ont été sanctionnés de quelque manière que ce soit? Non. Non, absolument pas, et je trouve ça normal. Par contre, beaucoup de gens, en tout cas moi, je me souviens très bien que CNN a raconté des fariboles, et je sais quoi en penser, mais c'est ça, la presse. Il n'y a pas besoin de fermer les gens, enfin, on n'est pas des enfants. Gamal Abina. Simplement, j'ai envie de dire qu'effectivement, c'est bien de rappeler CNN pour la 3e guerre du Golfe, parce qu'il y en a eu 2 en vérité. Il y a la première des années 80 avec l'Iran, la seconde 91 et la 3e de 2003. Effectivement, CNN est un organisme de propagande privé. Il ne faut jamais perdre de vue, parce que comme en France, il y a des chaînes privées qui font de la propagande d'extrême droite, on le sait, elles sont connues. Cet établissement propagande international, qui est privé, contrairement à la BBC, s'est autorisé les mensonges tellement énormes que ça a déclenché littéralement des guerres dans le Golfe en particulier, que ce soit l'Afghanistan, bon, moins l'Afghanistan, mais surtout l'Irak, qui ont conduit à la mort de près de 3 à 5 millions d'Arabes. Mais ça ne dérange pas
Ce ne sont que les Arabes, après tout. Alors que là, on nous parle d'une guerre qui, malgré tout, on peut dire ce qu'on voudra. Moi, je ne suis pas fan de la guerre. Je trouve malheureux que ces Ukrainiens meurent pour rien. On a le sentiment qu'effectivement, il faut un contrôle de l'État sur les chaînes qui disent toutes la même chose. Et elles disent toutes la même chose. Et j'ai envie de dire simplement, mon inquiétude, c'est que quand on nous a catalogué RT France comme étant une chaîne d'extrême droite, ce qui était très amusant, on oublie qu'il y a des chaînes d'extrême droite qui existent ou des sites internet d'extrême droite qui, depuis 20 ans, continuent à vomir leur haine de l'immigration, leur haine raciste et qui ne sont pas interdits. Il a suffi qu'il y ait justement le déclenchement de ce conflit ukrainien pour que ces médias russes soient pris pour cible. Tout à fait, mais la problématique qui se pose, c'est qu'ils étaient déjà pris pour cible avant ça. Avant. Il faut savoir qu'il y a un historique. Oui. Oui, RT France a gêné parce qu'elle a couvert les Gilets jaunes comme jamais et que les autres médias sont arrivés difficilement au bout de course. Et RT France était bien vu par la population. C'est le seul média qui n'était pas chassé, qui dit des choses sur la perception des médias qu'on appelle médias mensonges. Je reprends les termes qui avaient été utilisés par Michel Collomb. Et en vérité, moi, ce qui me pose problème, c'est que des médias internet racistes et violents qui sont connus, Égalité et Réconciliation d'Alain Soral ou encore F de Souche, qui sont vraiment extrêmement racistes, il n'y a aucun problème, ne sont pas interdits depuis 20 ans alors qu'ils ont alimenté la haine raciste dans les réseaux, et que des médias comme RT France, qui n'ont jamais eu la moindre posture raciste, je le dis clairement, qui est la chaîne qui est ouverte la plus à la diversité, et j'ai fait l'autre télévision française, je vous garantis que c'est incroyable comme c'est évident, eh bien ils sont taxés de racisme, de néofascisme, je ne sais quoi, et surtout d'être pro-Poutine. Et moi je vous dis clairement aujourd'hui, Poutine ne m'a jamais séduit quand il a massacré les Tchétchènes et j'étais le premier à le dénoncer à l'époque. Étrangement, on n'entendait pas beaucoup ces médias en parler parce qu'évidemment, les Tchétchènes, ça reste des bronzés. Alors que là, maintenant, il verse des larmes de crocodile pour des Ukrainiens dont il se fiche complètement, il faut être très clair. Le sort des Ukrainiens, c'est d'avance. Et bien aujourd'hui, on va faire de la propagande d'État, elle est claire, la propagande d'État avec les chaînes d'État, relayée par les chaînes privées, et surtout on fait un système à la Goebbels. Je répète Goebbels 3 à 4 fois s'il le faut, c'est un contrôle des médias par un organe d'État, par l'État en l'occurrence, qui veut maintenant légiférer sur ce qui doit être dit ou pas dans les grands médias, soi-disant sur les questions de fake news. C'est quand même extraordinaire en démocratie de devoir expliquer qu'au lieu de donner la vérité, on soit obligé de censurer. Là, on a un problème de démocratie. Alors justement, cela nous amène à parler, Jérôme Bonnet, du traitement médiatique du conflit. Justement, on a beaucoup parlé de désinformation, de fake news pendant cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'en temps de guerre, comme celle qu'il y a actuellement en Ukraine, on peut être impartial, selon vous, vous qui êtes journaliste? Oui, alors c'est une excellente question. Je suis obligé de vous répondre parce que c'est la réalité que l'impartialité totale n'existe pas, parce que nous sommes des êtres faits de chair, de sang, et qu'on a vécu des choses dans notre vie qui nous amènent à penser telle ou telle chose. Donc l'impartialité totale n'existe pas. En revanche, effectivement, pour ce qui est du travail de journaliste, il est particulièrement compliqué dans ce type de situation. Moi, je sais que la première chose que j'ai dite aux équipes, lorsqu'il a été malheureusement avéré que nous entrions donc en période de conflit, c'est la guerre. Parce que moi, vous savez, je suis un peu le doyen, je suis un peu l'ancêtre. Oui. Donc je dis, voilà, maintenant, on entre en situation de conflit, ça signifie que tout le monde va mentir. Il n'y aura plus de gentils, il n'y aura plus de méchants, il n'y aura que des gens qui feront tout ce qu'ils pourront pour gagner la guerre. Et que la vérité ne pèse que peu de poids. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire prudence extrême. Tous les propos qui sont tenus par les uns et les autres, naturellement, nous les relayons, parce que ce sont des acteurs... C'est un devoir, on va dire, d'informer justement les citoyens. Il faut relayer tout le monde, c'est ça. Oui. Mais par contre, ne tranchons pas, nous, entre les différentes versions. N'allons pas... En France, il y a une presse qui est extrêmement manichéenne et qui n'aime rien tant que de désigner les bons et les méchants. Mais là, dans des cas comme ça, c'est extrêmement compliqué. Et nous, j'ai dit, prudence. On ne reprend aucun fait à notre compte, sauf si on en est absolument certain. Et tout ce qui est déclaration des uns et des autres est à relayer tel quel et en prenant bien soin de préciser qui a effectué cette déclaration. Voilà un peu comment moi je pense qu'il faut aborder ce type de situation-là. Malheureusement, on n'est pas très nombreux à le faire. Vous pouvez lire dans des médias... très connu, comme le journal Libération par exemple, un article qui vous explique que ce sont les Russes qui ont saboté leur propre pipeline, Nord Stream 2, pour faire monter les cours de la bourse. Alors qu'il suffisait de fermer le robinet. C'est-à-dire que c'est un raisonnement qu'un enfant de 6 ans met en échec.
On vous dit aujourd'hui. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on en parle suffisamment entre journalistes chez vous? Je poserai d'abord la question à Gamala Bina. Est-ce qu'on en parle suffisamment? Est-ce que le débat est réellement lancé? Alors, moi, j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec. Alors, pas les journalistes français de la presse nationale, parce que là, vraiment, on est en plein délire psychotique. Hein, je veux dire, quand on entend cette unanimité anti-russe, mais qui est ridicule. Moi, j'ai répondu souvent à des contradicteurs politiques et autres qui étaient engagés avec le gouvernement. Je leur ai dit, mais est-ce que vous comprenez qu'il y a quand même, par exemple, il faut être honnête, on les a vus, c'est documenté depuis 2014, des groupes néo-nazis qui se revendiquent de Stepan Bandera et qui veulent tuer du russe et qui ont bombardé durant 8 ans le Donbass. Eh bien là, bizarrement, ça passe par pertes et profits. On n'en parle pas, ça ne dérange pas. Je leur pose la question, mais s'il y avait un seul néo-nazi dans l'armée française, ce serait un scandale européen. Et là, vous soutenez des types qui sont à peu près 5% à être néo-nazis, plus que néo-nazis d'ailleurs, quasiment nazis. Là, on a un problème. Donc la question, le contradictoire n'existe plus. On est vraiment, sauf quand ils invitent l'ambassadeur russe pour le massacrer. Ils se mettent à 6 contre 1 d'ailleurs, que ce soit l'ambassadeur ou que ce soit le chef de la Douma. Mais dans tous les cas de figure, on voit bien qu'il y a un discours unipolaire qui rappelle étrangement CNN dans les années 90. Oui. Vraiment, Saddam Hussein, c'était le nouveau Hitler, et puis les Américains, c'était les héros de la partie. À la fin, on s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Moi, je dis que simplement, ce qui pose question dans la presse française aujourd'hui, c'est cet unanimisme à dire nous sommes contre les Russes, comme si, et je le rappelle encore une fois, systématiquement, la France n'est pas en guerre contre la Russie, mais se positionne comme si c'était le cas. Eh bien, moi, je pense que la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'à force de mettre de l'huile sur le feu pour alimenter la guerre risque de ne jamais s'arrêter, ça va être un bain de sang sans fin. Et je pense qu'RT France a essayé de faire son travail du mieux qu'elle pouvait, sachant qu'elle était surveillée comme le lait sur le feu, et que de toute façon, ils se fichaient complètement des principes de droit et ils ont quand même sanctionné. Donc, c'est problématique aujourd'hui. À quelles conséquences, Jérôme Bonnet, peut-on s'attendre au vu du contexte actuel que nous vivons, selon vous? Vous voulez dire en Russie, pour le coup, pour les médias? Oui, pour les médias, exactement. Ouais, alors je n'ai pas dans le secret des dieux et je ne souhaite pas y être d'ailleurs. Et franchement, moi, je déplore toute fermeture de médias, toute mesure, toute brimade. Moi, je suis journaliste depuis toujours. Sans être indiscrète, vous faites quoi actuellement? Est-ce que vous êtes sur des projets journalistiques? Vous travaillez pour un média? Je travaille pour RT France pour l'instant parce que la société n'est pas encore fermée. Fermée, oui. Vous savez, moi, j'étais l'un des premiers. Hein. Je suis arrivé, on était une dizaine. Et on était près de 200 à la plus grande époque. Donc, je serai sans doute parmi les derniers à partir pour refermer la porte derrière moi, c'est bien naturel. Donc je travaille sur RT France, je produis toujours du contenu. Hein, le combat continue pour vous, pour tous les journalistes. Et j'ai l'honneur d'être accueilli chez vous, c'est pas mal aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gamala Bina, dernier mot sur les conséquences. À quoi peut-on s'attendre après de telles pratiques au sein de l'Union européenne? Alors moi, je vous dis simplement, je suis algérien. Je dis jamais d'origine algérienne parce que je trouve ça insupportable. Je suis algérien de naissance. Ma carte était algérienne à la naissance. Mais pour dire simplement, ils ont pleuré en Algérie quand on leur a suspendu France 24, qui faisait de la propagande. Elle était claire, la propagande anti-algérienne. Ça a pleuré partout dans les médias français. Ils crient à la censure. Et aujourd'hui, ils font exactement la même chose, alors qu'au Mali, ils ont censuré effectivement France 24 et RFI. Au Burkina aujourd'hui, on crée la censure. De l'autre côté, par contre, on accepte de la faire de son côté. Donc la question qui doit se poser, c'est l'inquiétude qu'on doit avoir, c'est légitime. Est-ce que oui ou non, il y a une dérive autoritaire des autocrates européens, occidentaux, qui se disent démocrates, et qui confisquent la parole au profit d'une parole unipolaire, complètement dogmatique, complètement orientée, qui ne laisse plus la possibilité aux gens de prendre par eux-mêmes leurs décisions, de critiquer ou de se dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. RT France offrait cette possibilité, elle donnait du contradictoire. Les autres chaînes, vous les regardez, c'est quasiment à dormir debout. Il n'y a aucun contradictoire, c'est unipolaire, à n'en plus finir. Et c'est inquiétant parce qu'encore une fois, le pays n'est pas en guerre. C'est ça qui m'inquiète le plus. Donc si on arrive à ces dérives-là en n'étant pas en guerre, qu'est-ce que ce sera s'il y a une guerre? Jérôme Bonnet, pour finir, on parle de RT, Russia Today, qui se redéploie en Afrique. On va vérifier cette information qu'on a trouvée justement, qui est relayée actuellement.
Oui, alors, comme il y a un an d'ailleurs, il y a eu les mêmes rumeurs. Mais alors, moi, j'ai pas de confirmation ou d'information à vous donner, hein, mais en revanche, bien sûr, l'Afrique a toujours été au cœur de nos préoccupations. Tout le monde sait que l'Afrique, c'est l'Eldorado de demain, c'est le seul continent qui puisse avoir une croissance à 2 chiffres. Je veux dire, pour nous qui sommes francophone, mais pas directement lié à la France, et donc débarrassé des contraintes un peu, on va appeler néocolonialistes, eh ben, on a vraiment quelque chose de très intéressant à faire vers l'Afrique. Et je suis certain que RT France, d'une certaine façon, continuera sous une forme ou sous une autre en Afrique. Il y en a déjà des petits morceaux, à vrai dire, en Tunisie notamment, on a un correspondant permanent, et il est bien possible qu'il y ait d'autres choses qui se passent, il va falloir juste être un petit peu patient. Mais effectivement, l'aventure n'est pas terminée, et surtout pas notre grande histoire d'amour avec l'Afrique. Je vous souhaite bon courage, merci donc à mes deux invités pour leur participation à ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al24 News.